Chapitre 6. Réveillé un peu en avance, comme d'habitude, je me contorsionne pour atteindre mon bas de pyjama sans trop desserrer l'étreinte des draps. Je dois sortir comme les autres jours et comme tout le monde, par le haut et en douceur. Ce procédé a deux avantages. Il nous rappelle qu'il faut y aller très prudemment et il nous évite de refaire le lit chaque matin. Je m'applique à marcher avec naturel. Seul celui qui sait pensera à regarder le pli incongru. Les autres courent dans tous les sens pour avoir une bonne place au lavabo ou aux toilettes avant de foncer à la course. J'ai l'impression que c'est un coup pour rien. J'enlève mon pyjama et je me prépare pour la course. Mes copains sont déjà là. On se tape dans les mains pour s'encourager et se secouer un peu. Nous gagnons nos positions. C'est parti. Premier tour. Claudius, qui court en sens inverse, m'a frôlé. J'ai cru qu'il allait me parler. Je dois rester concentré sur ma course. Deuxième tour. C'est moi, l'autre. Claudius. C'est Claudius qui a dit ça. Troisième tour. Alors, tu as compris ? Insiste-t-il. Quatrième tour. Oui, j'ai compris. Cinquième tour. On est faible aujourd'hui, annonce-t-il. Il a raison. La course. Rien que la course. C'est fini. Notre performance est moyenne. Nous nous retrouvons au centre pour reprendre notre souffle. Claudius se rapproche de moi. Alors, tu es étonné ? Oui, mais ça me plaît. Pourquoi tu n'as pas voulu m'écouter après le frigo ? J'attendais un ordre. Paulus est avec nous ? Non, c'est un traître. Nous nous dirigeons vers les autres activités. Ton ami est un traître ? Ce n'est pas un ami ? Je le surveille. Séparons-nous. On nous a trop vus ensemble. Pendant le cours d'agriculture, j'ai du mal à prendre des notes. Si je ne me contrôlais pas, je passerais mon temps à contempler Claudius. C'est lui. Je n'avais rien deviné. Comment aurais-je pu ? Il va falloir qu'on s'organise tous les deux. Des moments où on pourra échanger des informations sans provoquer la suspicion des Césars et la curiosité de nos proches. Hormis pendant la chorale, où nos places nous ont été imposées, je m'aperçois que je ne suis jamais à côté de Claudius. Comment mes fidèles Marcus et Octavius vont-ils ressentir le fait que je choisisse de m'éloigner d'eux ? Et lui, comment fera-t-il pour se défaire de Paulus ? À la fin du cours, Marcus me demande « Qu'est-ce qui t'arrive ce matin ? Tu n'es pas avec nous ? À quoi penses-tu » Comme je mets quelques secondes à répondre, il enchaîne « Tu penses à Spurius ?» Au moment où j'acquiesce machinalement, l'image du jeune placeur m'envahit. Je sens remonter en moi comme un malaise, une honte. Il faudrait qu'on s'en occupe. Et comment, Métaux ? Demande Octavius, en allant demander à César si on peut lui rendre visite. Tu sais que normalement on doit attendre que César nous le propose. Mais s'il n'y pense pas, on ne saura rien aujourd'hui. Marcus ajoute. C'est moi qui vais demander, toi tu restes là. D'accord. J'aurais pu répondre merci aussi, car je me dois de rester discret. En même temps, depuis que je sais que nous sommes deux à savoir, je me ssens presque invincible. Au repas, Marcus s'assoit en face de moi. Il commence. César a dit que Spurius s'était réveillé, mais qu'il ne pourrait pas quitter l'infirmerie pendant une semaine. On peut aller le voir alors ? César a dit que ce n'était pas une bonne idée, car Spurius doit se reposer. Et tu as eu l'impression qu'il te mentait ? Non, pourquoi ? Attendons une semaine pour tirer des conclusions. Je suis toujours étonnée qu'après autant d'années, nous soyons si peu à douter. Dès le début de la chorale, un drame éclate. Un petit qui trébuche, peut être poussé et qui se rattrape à un autre. Un début de dispute. Un ami qui s'interpose. Résultat, 3 rubans arrachés. C'est un accident, je n'ai pas la taille, crie Mamercus. César, s'il vous plaît. Et merde, lâche Accus, un bleu foncé. Le petit Caélus est en larmes et répète « Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute !» César V intervient avec un grand sourire. Sans un mot, il ramasse les rubans et invite de la main les 3 craqueurs de l'après-midi à le suivre. Un bleu ciel, un violet et un bleu foncé. Mamercus ne se lamente plus, il est furieux. S'il n'y avait pas de témoin, il frapperait rageusement le responsable. Cette scène du ruban brisé, je l'ai vécue des dizaines de fois, mais aujourd'hui, je la vois avec des yeux neufs. Avant cet instant, je l'avais toujours considéré comme une étape naturelle, un passage obligé dans une évolution inéluctable. Mais c'est une mise en scène, un acte provoqué pour rétablir un équilibre. J'ai compris, et j'en suis sûre. Spurius est mort. Il faut donc un nouveau rouge, un nouveau violet et un nouveau bleu foncé. Il faut faire une place au petit bleu clair qui arrivera bientôt et surtout, il faut boucher le trou laissé par Spurius, qu'on va se dépêcher d'oublier. À partir d'aujourd'hui,
plus personne n'osera demander de ses nouvelles. Marcus sait aussi que je ne lui en parlerai plus. À quoi bon risquer le frigo? À la fin de la chorale, Claudius se rapproche de moi. On se parle avant lunch? Si tu veux. Et Spurius? Laisse tomber Spurius. Ils l'ont évacué cette nuit. Comment le sais-tu? On me l'a dit. Tu sais qui? Il ne répond pas. Paulus la rejoint. Je m'éloigne pour aller retrouver Octavius et Marcus. Dans les rangs des petits, ça parle fort. Je vais le dire à César. Je l'ai vu quand il a fait tomber, déclare Caeso. Ne dis rien, l'avertit Décimus. Au mieux, tu te feras engueuler. Je m'en fous, j'en ai marre de la fermer. Laisse tomber, je te dis. Je ne t'accompagnerai pas au frigo cette fois-ci. Arrête d'avoir peur. Je ne vais rien faire de mal. Je vais juste parler à César. Je m'approche. Je ne peux m'empêcher d'intervenir. N'élevez pas la voix ainsi. Qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour, Métaux. J'ai tout vu pendant la chorale, commence Caeso. Qu'est-ce que tu as vu? C'est Paulus qui a poussé Caelus sur Mamercus. Qui l'a vu à part toi? Personne, je crois. Enfin, peut-être d'autres, mais ils ont peur. Il est très énervé et ne parvient pas à baisser le ton de sa voix. J'essaie de mon côté d'être le plus calme possible. Alors, ce sera ta parole contre la sienne. Tu es plus jeune. Ce n'est pas à toi qu'on donnera raison. Tu ne gagneras pas. Tu préfères croire Paulus parce que c'est l'ami de Claudius, c'est ça? Tu crois ce que tu veux, Caeso. Écoute mon conseil. C'est vraiment pour ton bien. Ne va pas voir César. Je sais comment ça marche. J'attrape Décimus par le bras et lui chuchote. Ne lâche pas ton copain, c'est un têtu. Je sais, ne t'inquiète pas. Je rejoins mes camarades qui s'étaient éloignés pour qu'un attroupement n'attire pas l'attention d'un César. Finalement, ça te plaît de materner les petits? Plaisante Octavius. Au moment du carapassonnage, Claudius s'installe près de moi. Paulus a fait son boulot pendant la chorale, lui dis-je. Je sais, ce n'est pas la première fois. Nous sommes loin à ce moment-là, et il en profite. Bon, je change de sujet. On a une urgence. Découvrir les autres traîtres comme lui. Je crois que j'en connais un autre, Crassus. Tu as des preuves? Non. Tu dois être sûr. C'est très important. Et tes copains de la nuit ne pourraient pas nous donner leur nom? Pas précisément, mais ils nous aideront. Les autres se sont rapprochés. J'aurais tellement de questions à poser à Claudius. Comment et depuis quand a-t-il rejoint ceux qui résistent? Vu la brièveté de nos échanges, je ne suis pas prêt de tout connaître. Curieusement, aucun membre de l'équipe n'évoque l'absence de notre copain accidenté la veille. Il n'y a pas de volontaire pour prendre sa place. Je vais donc me défouler ce soir, même si le cœur n'y est pas. La partie est enragée, comme toujours, et nous perdons assez vite, suite à une mésentente entre les deux arrières. Il n'y a pas de dégâts, c'est ce qui compte. En sortant de l'étude, je décide de commencer tout de suite par ma première mission et de m'asseoir en face de Crassus pendant le dîner. Si c'est une oreille, je vais le démasquer. J'engage la conversation. Tu as appris pour Spurius? Oui, il s'est blessé pendant lynche et il est toujours à l'infirmerie. Non, je crois qu'il est mort. Qui t'a dit ça? Je lui fais une moue pour exprimer mon ignorance. Il insiste. Qui t'a dit ça? Il comprend que je ne vais pas répondre, alors il marque un temps et change de sujet. Tu ne devais pas me raconter le frigo? Non. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu voulais savoir? C'était comment? Froid, extrêmement pénible, parce qu'interminable. J'ai l'impression d'avoir vieilli d'une année en 4 jours. Comment tu as fait pour passer le temps? J'ai pensé, je me suis parlé, j'ai chanté même. En fait, je ne crois pas que ces renseignements te seront utiles un jour. Pourquoi? On ne sait jamais. Tu n'iras jamais au frigo. Comment peux-tu en être sûr? C'est comme ça, je le sens, et c'est tant mieux pour toi. Crassus me regarde. Il ne prend pas mes dernières paroles pour un compliment. Je le fixe et me dit. Allez, vas-y, petit toutou. Va rapporter ce que le méchant Métaux t'a raconté. Vas-y, et j'aurai la preuve que c'est toi le traître. Nos regards se croisent et semblent se défier. Crassus me sourit. De loin, on prendrait cela pour de la complicité. Le résultat ne se fait pas attendre. Le visage de César III apparaît dans le miroir tandis que je me lave les dents. Il m'invite d'un geste sans équivoque à le suivre. Il va falloir que je joue serré. À peine assis, il attaque. On t'a rapporté que Spirius était mort? Non, mais je crois qu'il est mort, car s'il allait mieux, je pense qu'on nous aurait permis de le voir. Pourquoi il est vivant? Donc c'est toi qui l'as déduit, mais sans preuve. C'est ça. C'est juste une conjecture. Oui. Évite de parler de tes conjectures. Évite même d'en faire. Tu es trop souvent dans mon bureau. C'est la dernière fois, je vous le promets. Tu n'as pas besoin de promettre. Moi, je sais que c'est la dernière fois.
Bonne nuit, Métaux. Bonne nuit, César. Je rejoins les autres discrètement. Maintenant, je suis sûr que Crassus est un espion. Je sais aussi que je ne dispose plus que de quelques jours pour agir, quelques semaines tout au plus. Le lendemain, dans l'après-midi, je croise Claudius dans un couloir. Il me frôle. Il m'a glissé quelque chose dans la poche. Un message. Il est plus long que d'habitude et c'est moi qui vais devoir l'avaler. Je m'enferme dans les toilettes. Les oreilles au repos forment toujours un carré. Quand on en connaît deux, on en connaît quatre. Incinération d'un rouge bouclé blond cette nuit. Le remplaçant n'est pas prêt. À l'instant où je sors de ma cachette, Marcus passe devant moi et baisse la tête. Je crois que notre amitié est en danger. Je m'aperçois qu'on ne s'est pas parlé de toute la journée. Il m'évite. Moi, je viens juste de le remarquer. Je suis entièrement accaparé par mes découvertes. Je dois le forcer à renouer avec moi. Je ne veux pas perdre un ami comme lui. Au moment de l'extinction, je tourne la tête vers la droite. Il s'en aperçoit, mais il reste sur le dos et ferme les yeux. Ce matin, je découvre un nouveau message. Je me hisse hors du lit, je suis heureux, presque euphorique, car j'ai le sentiment que la journée qui s'annonce va être pleine de découvertes. Marcus et Octavius sont déjà levés. Je vais le rejoindre comme si de rien n'était. Je deviens un roi du secret. Octavius m'accueille avec un sourire. Alors, toujours parmi nous? Oui, pourquoi? À chaque fois que tu disparais dans le bureau de César, j'ai peur que tu n'en ressortes pas. Je regarde Marcus dans le miroir. Je lui souris. Il se voile le visage derrière sa serviette. Je reprends. Les gars, même si je vous semble un peu ailleurs en ce moment, vous devez savoir que je ne vous abandonnerai jamais. Je tiens trop à vous deux. Alors on mange ensemble aujourd'hui? C'est promis. Marcus est resté muet, mais n'a rien perdu de la conversation. Je rentre dans une cabine et déroule enfin le nouveau message. Prends le laitage au couvercle légèrement décollé. Bon appétit. Claudius profite de la course du matin pour me signaler qu'il a été averti de ce qu'il appelle mon initiation. Et toi, tu l'as faite? Oui. Et c'est comment? N'aie pas peur, aie confiance. Tu sauras bientôt presque tout. Partagé entre la peur et l'impatience, je regarde se dérouler la matinée en spectateur. Au moment du repas, je presse mes copains pour arriver dans les premiers. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? J'ai faim, c'est tout. Tu sais très bien qu'arriver en avance ne permet pas de manger avant les autres, m'objecte Octavius. J'entends Marcus qui lui glisse à l'oreille. Il nous cache encore quelque chose. Je ne relève pas, il a déjà compris. Devant les desserts, je sélectionne avec minutie le mien. Octavius s'énerve un peu. C'est tous les mêmes, Métaux. Marcus lui adresse une grimace qui signifie. Tu vois, j'avais raison. Il nous cache quelque chose. C'est bon, les gars, j'ai entendu. J'espère que j'ai choisi le bon. Lorsque je le déguste, je comprends vite que je ne me suis pas trompé. Je repère une texture inhabituelle, sablonneuse. Je le finis entièrement en évitant les grimaces. Marcus m'adresse enfin la parole. C'était bon? On ne peut rien lui cacher à celui-là. Il me connaît par cœur. Oui, pourquoi? Je trouve que tu as mis du temps à le terminer. Je ne relève pas et me contente de sourire. Pendant l'après-midi, sans bien comprendre pourquoi, je me sens vite mal à l'aise. Je me répète que je dois avoir confiance et que tout va bien. Durant l'étude, les premières démangeaisons apparaissent. Ce n'est pas douloureux, mais je me gratte sous les vêtements. César III s'installe en face de moi sur une chaise et m'observe. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune. Parfois, cela n'a aucune conséquence. Il regarde et c'est tout. Là, je sens qu'il va parler. Métaux, tu vas bien? Je me gratte, mais ça va passer. Suis-moi à l'infirmerie. Tous les regards se tournent vers moi, avec étonnement ou dégoût. Il me donne l'impression qu'une corne m'a poussé au milieu du visage. Ce n'est que devant la glace des toilettes que je prends conscience de la gravité du problème. Mon visage est cramoisi, marqué de petites plaques tirant sur le violet. Je suis maintenant assis devant César, qui téléphone pour expliquer mes symptômes. Il raccroche et sort un épais ruban de son tiroir. Il me bande alors les yeux et me met debout. Je le suis dans les couloirs, il ouvre une porte et me fait asseoir. Il y a quelqu'un d'autre. Des mains sèches m'effleurent les joues et le cou. Elles sentent le vinaigre. L'homme ne parle pas. J'imagine qu'il fait des gestes. C'est comme si César traduisait pour lui-même. Il est contagieux. Il doit se reposer et c'est tout. J'entends l'homme s'éloigner en claudiquant. César me retire le bandeau. Je suis dans une pièce toute blanche, avec un lit et une petite table. Il y a aussi une armoire à pharmacie, d'où il sort une seringue et un flacon rempli d'un liquide rosâtre. Tu vas dormir jusqu'à ta guérison. Ce produit va te plonger dans un sommeil très profond, et ainsi tu ne seras pas tenté de te gratter. C'est mieux pour toi.
De toute façon, il ne me demande pas mon avis. Il me saisit le bras et enfonce son aiguille. Je ne sens presque rien. Il sort. Je reste assis là, quelques secondes, immobile. J'ai du mal à donner du sens à ce qui m'arrive. On m'a rendu malade en me faisant manger un aliment. Je suis maintenant à l'isolement. Je vais, d'après César, passer tout mon temps à dormir. À quoi tout cela peut-il bien servir? Je me force à me répéter les paroles de mon ami. Je dois avoir confiance et je vais bientôt tout savoir. Je sens mon bras piqué qui s'engourdit et mon regard commence à se brouiller. Je rejoins mon lit. Mes yeux se ferment. Je suis bien. Je suis réveillée. César est près de moi. Il me parle. Tu vas aller aux toilettes. Tu vas aussi manger et boire. Ensuite, tu te rendormiras. Allez, lève-toi maintenant. C'est difficile, mais j'y parviens. Mes mouvements sont lents. Je vois César qui consulte sa montre. Il semble pressé que j'en finisse. À peine un quart d'heure a passé que déjà, il m'invite à lui tendre le bras pour une nouvelle injection. Je suis de nouveau réveillée, mais je suis seule. Je suis peut-être un peu en avance sur l'heure prévue de mon réveil. Et si c'était normal? Si le plan préparé par ceux de la nuit allait se mettre en place? Comme par réflexe, je glisse ma main sous mon oreiller. Bingo, un message. Nous avons dilué le sédatif et tu disposes d'1 heure. C'est l'heure morte de la nuit. Plus personne ne circule. Pousse les portes, regarde. Ne perds pas de temps et ne te perds pas. Mange le message. Je le déchire minutieusement en 4 et je commence à mâchonner un premier morceau. J'observe la pièce. Il y a 2 portes. J'en pousse une au hasard. Elle donne sur le couloir. J'essaie l'autre. Il y a un escalier. Je monte et débouche sur une autre porte que j'ouvre. Je suis à présent dans une pièce à peine éclairée. Les lumières proviennent des 2 veilleuses fixées au plafond et des cadrans allumés de 2 grosses machines qui ronronnent contre un mur latéral. Au centre, trône un grand fauteuil surmonté d'un drôle de casque strié qui ressemble à un cerveau. En m'approchant, je distingue des zones délimitées par d'épais traits noirs. Chacune est étiquetée. Je parviens à lire mémoire 1, motricité, vue, goût, langage. Mémoire 2, odorat, oui. Ça me fait penser au poster de la classe d'agriculture, le poster des morceaux du cochon. Au lieu de chaque zone du casque, il y a un petit trou. Dans l'un d'entre eux, une aiguille est restée enfoncée. Je dois tout retenir. J'essaierai d'analyser ensuite. J'entends un souffle régulier derrière moi. Quelqu'un dort. C'est un petit. Il a le crâne entièrement rasé et un pansement collé sur l'arrière de la tête. Il porte un t-shirt gris avec un numéro, 257. À côté de son lit, sur une tablette, sont posées 2 feuilles cartonnées. Sur chacune d'elles, un prénom est écrit. Il s'appellera Rufus ou Quintus, ce n'est pas décidé. Ceux de la nuit l'avaient écrit. Le remplaçant n'est pas prêt. Spurius est mort trop tôt. Il y a une autre porte. Cette seconde salle ressemble plutôt à un atelier. Des dizaines de scies, de couteaux, de lames de toutes sortes sont suspendus au mur qui me fait face. La pièce est carrelée de blanc du sol au plafond. Une longue table trône au milieu. Je découvre plusieurs planches anatomiques sur le mur de droite. L'une d'elles est semblable à celle que nous utilisons pendant les cours, à ceci près qu'on y a ajouté des pointillés rouges sur les os de la jambe et que des vertèbres sont colorées de la même couleur. Une autre présente un squelette réduit, mais pas d'une manière harmonieuse, comme serait celui d'un petit enfant. Ici, les bras sont trop longs par rapport au tronc et aux jambes. Le soldat que j'ai entreaperçu dans la salle des lavabos le matin où ils ont emporté Quintus dans un sac avait un peu cet aspect. C'est peut-être là qu'on les fabrique. Sur le mur opposé, je découvre une sorte de fenêtre éclairée par des lampes sur laquelle sont collées des photos transparentes de tibia, de péroné et de fémur. Tous les os sont comme striés de quelques traits blancs. Au fond, j'aperçois une porte discrète. À peine le seuil franchi, je sens des présences.